Quelques éléments sur le texte de Jean-Marc Daniel issu de l'Argent magique, donc l'ouvrage qu'il a fait paraître en 2021. On vous demandait d'abord d'expliciter l'explication de la valeur des déséquilibres des balances des paiements par la démographie mondiale et d'en pointer les faiblesses. Donc cette explication nous est restituée par Daniel dans ce texte, même si on comprend à la fin qu'il n'y adhère pas tellement. Euh, D'après l'argumentation telle qu'elle est développée dans le texte, sur le marché des fonds prêtables, certains pays vieillissants connaissent un excès d'épargne. C'est le cas de ceux que Jean-Marc Daniel appelle les maisons de retraite, l'Allemagne ou le Japon. Cet excès d'offres pousse naturellement le prix du capital, le taux d'intérêt à la baisse, et par ailleurs justifie que ces pays aient un excédent courant. Dans ces pays, l'épargne est plus abondante que les occasions d'investissement, donc S-I est supérieur à zéro, et nécessairement X-M est supérieur à zéro. D'autres pays en forte croissance démographique et économique connaissent au contraire une forte demande de capitaux qui est provoquée par leur croissance, leur besoin d'investissement, qui soutient le prix des capitaux et qui justifie leur déficit extérieur. I-S est supérieur à zéro et donc X-M est inférieur à zéro. C'est le cas de l'Éthiopie, d'après lui, dont le déficit courant important serait le symptôme de son besoin d'emprunter pour financer sa croissance. Bref, les rendements faibles dans les vieux pays poussent les capitaux à en partir pour aller vers des pays jeunes où la demande de capitaux est forte et où elle soutient cette forte demande des rendements importants. Présenté ainsi, le mécanisme paraît même relativement harmonieux. Alors pourquoi est-ce que cette vision des choses, où la démographie est l'explication clé, doit-elle être discutée? Elle suppose d'abord que les personnes âgées épargnent davantage, ce qui ne va pas de soi. Dans la théorie du cycle de vie, d'Ando et Modigliani par exemple, les personnes âgées, au contraire, sont censées désépargner, puisqu'on on quitte notre monde avec un bilan nul quand on est dans le cadre de cette théorie. Cette objection, il faut bien le reconnaître, est assez fragile parce que les personnes âgées, contrairement à ce que prédit cette théorie, continuent d'épargner pour faire face à des dépenses de santé imprévues ou pour laisser un héritage à leurs enfants ou petits-enfants. Bon, écartons cette critique. Il n'en reste pas moins que l'approche démographique n'explique pas la situation des États-Unis, qui reçoivent de l'épargne du reste du monde, alors que l'âge moyen d'un Américain est de 38 ans. C'est certes un peu moins qu'un Allemand, 45 ans, beaucoup moins qu'un Japonais, 48 ans. C'est un petit peu moins qu'un Français, 41 ans, mais c'est autant qu'un Chinois, 38 ans, alors que la Chine, elle, est créditrice du reste du monde. Et puis, quoi qu'il en soit, l'âge moyen d'un Américain, c'est beaucoup plus que celui d'un Nigérian, 18 ans, et encore plus que celui d'un Nigérien, qui est de 15 ans. Or, les États-Unis, je viens de le dire, connaissent un déficit courant très élevé. La France et la Grande-Bretagne, d'ailleurs, sont d'autres pays assez âgés, 40,5 ans la moyenne d'âge d'un Britannique, et des pays qui sont par ailleurs en déficit. Enfin, et ça c'est l'argument de Jean-Marc Daniel, cela ne fonctionne pas au niveau du timing, c'est ce qu'il explique à la fin du texte. La démographie est lente, or la baisse des taux a été rapide, ce qui suggère qu'une autre explication prévaut, et donc une explication qui relève de la politique monétaire qui est menée dans les pays riches depuis quelques années. Deuxième aspect du texte, est-ce que les pays pauvres ont raison de se plaindre des conséquences des politiques de taux bas, des politiques monétaires ultra-expansionnistes qui sont menées dans les pays riches? Alors, d'après Daniel, la sous-rémunération de l'épargne conduit à une mauvaise allocation de l'épargne. Les prix ne sont plus justes et les investissements, par conséquent, ne sont plus efficaces. Le taux d'intérêt est tellement faible qu'il ne discrimine plus entre les bons et les mauvais projets et il ne permet pas de conduire naturellement l'épargne vers les projets les plus rentables, les plus efficaces et ceux qui permettront le plus d'augmenter le produit. Ça, c'est une critique générale sur les taux bas. En ce qui concerne les pays du Sud, ils pourraient également se plaindre de ce qu'un afflux de capitaux fait monter leur devise. C'est ce qu'ils ont dit. Ils l'ont dit en septembre 2010, quand Guido Mantega, le ministre des Finances brésilien, déclare que nous sommes en pleine guerre des monnaies et que cela menace, c'est ce qui concerne principalement la compétitivité du Brésil.
Et c'est aussi ce qu'ils ont dit en avril 2014 par la voix de Raghuram Rajan, qui était le banquier central indien, président de la Banque centrale indienne, et qui regrette que les pays ne fassent pas plus attention aux effets de débordement de leur politique, que cela conduise à un dangereux mécanisme de représailles, et qui appelait donc à cette époque-là à une meilleure coordination des politiques monétaires. Il est clair que les politiques des pays riches, en particulier des États-Unis, étaient visées. D'où la réplique de Ben Bernanke, président de la Fed jusqu'en 2014, qui indique en 2015 que la croissance américaine n'est pas fondée sur les exportations. On ne peut donc pas du tout voir dans la politique ultra accommodante des États-Unis la volonté de construire un regain de croissance aux États-Unis sur des exportations par la sous-évaluation du taux de change et par l'appréciation provoquée des monnaies du reste du monde. Et il avance surtout que ces politiques ultra accommodantes américaines ont permis de faire repartir l'économie américaine et donc de soutenir la demande américaine et la demande mondiale, ce dont tous les pays du monde, y compris le Brésil et l'Inde, ont pu profiter. Donc il y a un débat et la position de défense des États-Unis est tout à fait, de ce point de vue-là, plausible, même si on comprend bien qu'un jour ou l'autre, il faudra procéder à la normalisation de ces politiques monétaires. Ça devrait être le cas à partir de l'année prochaine aux États-Unis.